Au cœur d'un service d'urgence bondé, un jeune garçon noir de 10 ans fut admis, ravagé par une fièvre intense, sans personne à ses côtés. Une infirmière, le cœur de glace, le contraignit à quitter son lit pour faire place à un homme blanc, victime d'une blessure bénigne, poussant l'enfant à s'écrouler sur une chaise en plastique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la mère du garçon, la mère de la ville, était en route. Et ce qui se produisit ensuite déchaîna une vague d'indignation à travers toute la cité. Mais avant de plonger dans les détails, à quelle heure écoutez-vous? D'où venez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Tôt ce matin-là, Léo s'était réveillé avec une fièvre battante qui lui donnait l'impression que sa tête allait éclater en deux. À midi, il parvenait à peine à se tenir debout sans vaciller, sa peau moite, ses lèvres desséchées. Au début, sa mère pensa qu'il s'agissait d'une simple grippe saisonnière, mais lorsque sa température dépassa les 40 degrés et qu'il commença à frissonner de façon incontrôlable alors que son corps brûlait, la panique monta en elle. Elle appela un voisin à l'aide pour l'emmener à l'hôpital, tandis qu'elle terminait une réunion à l'autre bout de la ville, promettant de la suivre aussi vite que possible. Léo se souvenait à peine du trajet jusqu'aux urgences. Il ne se rappelait que le flou des lumières clignotantes au-dessus de sa tête et la façon dont ses dents claquaient, comme si son corps le trahissait. Au moment de son admission, sa petite silhouette était trempée de sueur, et il était à peine cohérent, marmonnant des mots faibles que personne ne pouvait vraiment comprendre. Le service des urgences était déjà saturé en cette fin d'après-midi. Les lumières fluorescentes projetaient une clarté crue et implacable, baignant d'une lueur stérile les sols en linoléum qui sentaient légèrement le désinfectant. L'air était épais d'une cacophonie de sons des moniteurs bipant à des rythmes irréguliers, des pas pressés résonnant dans le couloir, un enfant pleurant inconsolablement quelque part, et le murmure étouffé de voix tentant de contenir la panique. Au milieu de ce chaos orchestré, Léo, 10 ans, gisait sur un lit d'hôpital étroit, son petit corps trempé de sueur, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par des halètements irréguliers. Ses boucles sombres collaient moites à son front et ses lèvres bougeaient faiblement, comme s'il chuchotait à quelqu'un qui n'était pas là. Mais sa mère n'était pas à ses côtés. Léo était seul, à l'exception de la tubulure intraveineuse transparente scotchée à son bras, laissant couler le liquide dans ses veines. Ses paupières vacillaient, comme si même la lumière crue du plafond pesait trop lourdement sur lui. L'infirmière Valérie Roussel, une femme d'une 40aine d'années aux pommettes saillantes et à l'air de contrôle rigide, se déplaçait avec célérité dans la pièce. Ses chaussures claquaient sur le sol avec le genre de certitude qui venait d'années d'obéissance. Son visage semblait taillé pour éviter la douceur. Ses lèvres étaient pressées en une ligne ferme, ses yeux plissés derrière des lunettes cerclées. Elle s'arrêta près du lit de Léo, jetant un coup d'œil au garçon pendant à peine 1 seconde, son regard plat, calculateur. Le bras de l'enfant tressaillit légèrement alors que l'aiguille de la perfusion bougeait, mais elle ne s'attarda pas sur son inconfort. La porte s'ouvrit avec une urgence soudaine, et un autre membre du personnel hospitalier entra avec un homme blanc d'âge moyen. La main de M. Martin était enveloppée de gaz, une petite tache rouge transparaissant là où une coupure s'était ouverte près de sa paume. Son visage montrait un léger inconfort, mais ses yeux scrutaient rapidement la pièce comme s'il cherchait déjà le soulagement le plus rapide. « Nous avons besoin de libérer ce lit », dit le membre du personnel, désignant le lit de Léo. Le regard de l'infirmière Roussel s'aiguisa, puis se posa carrément sur Léo. Sa voix, quand elle vint, fut sèche, dénuée de sympathie. Ce garçon peut être déplacé. Il peut s'asseoir sur une des chaises. L'homme a besoin du lit. La tête de Léo tourna légèrement, ses yeux sombres vitreux de fièvre et de confusion. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais ses petits doigts se serrèrent faiblement sur la fine couverture comme si le fait de s'accrocher pouvait le maintenir. Sa gorge était trop sèche pour former des mots de protestation et sa poitrine se soulevait par de courtes respirations effrayées. Quelque part au fond de lui, cependant,
Il sentait quelque chose d'injuste peser sur lui, plus lourd que la maladie elle-même. L'infirmière Roussel se pencha, sa voix s'abaissant pour devenir presque impatiente. « Allez, mon petit, debout. Tu iras très bien assis. » Elle désigna une chaise en plastique poussée contre le mur, sa surface froide et inhospitalière. Avec un effort tremblant, Léo tenta de se redresser. Ses muscles étaient comme de l'eau, sa vision trouble. La tubulure intraveineuse pendait maladroitement alors qu'il bougeait. La poche au-dessus de lui balançait légèrement, faisant frissonner le liquide à chaque mouvement. Ses petits pieds touchèrent le sol, hésitants et lents, et il s'accrocha aux côtés du lit pour garder l'équilibre. Personne ne lui tendit la main pour le soutenir. L'infirmière Roussel s'était déjà tournée pour préparer le lit pour Monsieur Martin. Léo traîna ses pieds sur la courte distance jusqu'à la chaise, ses genoux faillissant presque sous lui. Quand il s'assit sur le siège en plastique, la surface lui parut bien trop dure, trop froide contre son corps surchauffé. Sa tête tomba en avant, ses boucles lui cachant les yeux. La ligne de perfusion tirait inconfortablement sur son bras, et la poche oscillait doucement au-dessus, suspendue comme un pendule, marquant les secondes de sa faiblesse. Monsieur Martin s'approcha du lit, son langage corporel étrangement hésitant. Sa main coupée semblait difficilement justifier la précipitation, pourtant le chemin lui avait été dégagé. Il s'assit avec précaution, et l'infirmière Roussel s'adoucit visiblement. Sa voix prit un nouveau ton, poli et même apaisant. « Voilà, monsieur, nous nous occuperons de vous en un rien de temps, ne vous inquiétez de rien. » Elle ajusta son oreiller, vérifiant les moniteurs avec une aisance professionnelle. Ses gestes étaient bien plus doux que quelques instants auparavant. De sa place sur la chaise, Léo cligna des yeux lourdement, essayant de se raccrocher à la pièce autour de lui. Le bruit s'éloigna, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Ses doigts glissèrent du bord de la chaise, et sa petite silhouette s'affaissa. Il tenta de lever la tête, mais le poids était trop lourd. Lentement, inévitablement, son corps bascula sur le côté, son front frôlant son bras alors qu'il s'effondrait à moitié. La tubulure Yves se tendit avec le mouvement, la poche au-dessus de lui oscillant sauvagement. Le contraste était indéniable, peint crûment pour quiconque voulait voir Monsieur Martin, avec sa blessure légère, allongé sur un lit frais, réconforté et soigné. Et Léo, un garçon de 10 ans, brûlant de fièvre, s'écroulant sur une chaise en plastique, ignoré et oublié. L'injustice du moment pesait lourdement dans l'air stérile de la salle d'urgence, plus coupante que l'éclat des lumières, plus forte que le cœur des machines. Ce n'était pas seulement l'image d'un enfant en détresse, mais la vérité obsédante que sa souffrance avait été jugée moins digne. Et alors que la petite silhouette de Léo s'immobilisait contre la chaise dure, les lumières fluorescentes semblaient encore plus dures, illuminant non seulement la maladie, mais quelque chose de plus froid, quelque chose de bien plus dangereux que la fièvre, l'indifférence. Le service des urgences sembla s'alourdir dans les instants qui suivirent. Léo s'étant effondré sur la chaise, son petit corps s'affaissant contre le plastique froid. Les lumières fluorescentes crues brillaient plus fort maintenant, non pas parce que leur intensité avait changé, mais parce que l'injustice qui se déroulait sous elles aiguisait chaque angle de la pièce, chaque son, chaque mouvement. Le docteur Antoine Chevalier venait de sortir de derrière un rideau après avoir traité un cas de traumatisme, ses gants encore à la main, ses yeux balayant instinctivement le sol pour voir qui pourrait avoir besoin de lui ensuite. Son regard s'arrêta brusquement à la vue du garçon sur la chaise. L'enfant était trempé de sueur, ses bras minces tremblant sous l'effort de simplement rester assis, la ligne de perfusion tirante maladroitement comme si elle aussi savait qu'il n'était pas censé être là. La poitrine du docteur Chevalier se serra, une vague d'indignation le traversa. Il n'avait pas vu le transfert se produire, mais la scène racontait sa propre histoire. Un enfant malade, déplacé, et à sa place, un homme dont la blessure ne semblait pas pire qu'un accident de cuisine. Le docteur Chevalier avança rapidement, sa voix portant à travers la pièce sans hésitation. « Ce garçon a plus besoin de ce lit que quiconque ici. Il est clairement en détresse.
Son ton était ferme, urgent, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus personnel, une colère montante qui faisait battre son pouls plus vite. Des années de formation médicale, des années à répéter le serment de ne pas nuire, convergèrent en cet instant. Il ne pouvait rester silencieux. L'infirmière Roussel se tourna vers lui, ses yeux se plissant à cette intrusion. Elle venait de finir d'ajuster l'oreiller de M. Martin, ses mains rapides mais presque maternelles envers lui. Se tenant maintenant droite, elle plaça ses mains sur ses hanches, avec le genre d'autorité qui venait de longues années à gérer les équipes comme elle l'entendait. « Docteur Chevalier », dit-elle d'une voix qui portait l'acier de la finalité. « Cette décision a déjà été prise. Le lit est nécessaire pour quelqu'un d'autre. » Le docteur Chevalier la regarda avec incrédulité. Il s'approcha, désignant Léo, qui était assis, vacillant, les yeux vitreux, la tête pendante comme si la gravité elle-même essayait de l'entraîner. Il a 10 ans. Il peut à peine tenir sa tête. Cette coupure à la main de M. Martin est superficielle au mieux. Il peut être traité sur une chaise. Ce garçon ne le peut pas. La mâchoire de l'infirmière se serra. « Vous ne comprenez pas comment fonctionne cette salle, » dit-elle platement. Sa voix traversa le bruit des urgences avec la netteté d'une lame. « C'est à moi de déterminer l'utilisation des lits. Nous sommes à pleine capacité. Nous n'avons pas le luxe de débattre de chaque placement. » Les mots firent frissonner le docteur Chevalier. Il savait que le service des urgences était toujours un champ de bataille aux ressources limitées et il comprenait le triage aussi bien que quiconque. Mais ce n'était pas du triage. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Il pouvait voir la détermination obstinée de la bouche de Roussel, la façon dont son regard s'éloignait délibérément de l'enfant, comme pour l'effacer de toute considération. Cela alluma quelque chose d'ardent dans sa poitrine, un feu de conscience qui ne serait pas étouffé. « Votre décision, » répéta le docteur Chevalier, sa voix basse mais chargée. « Votre décision permet à un enfant de s'effondrer sur une chaise tandis qu'un homme avec une blessure mineure prend son lit. Ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la soie, ce n'est pas du triage. C'est une violation de tout ce que nous représentons. » Autour d'eux, quelques infirmières et aides s'étaient arrêtées dans leur travail, les yeux clignotant nerveusement vers la confrontation. L'air sembla s'épaissir de tension, les moniteurs bipant et les pas traînants s'estompant en un sourd bourdonnement sous le poids de l'échange. L'infirmière Roussel ne recula pas. Elle leva le menton, son expression inflexible. « Ne me faites pas la leçon sur ce que nous représentons, docteur. Je suis dans ce service depuis plus longtemps que vous n'êtes sorti de l'école. Je sais ce qui fonctionne et je sais comment maintenir l'ordre. Je n'ai pas de temps pour la sentimentalité. » Le docteur Chevalier sentit ses poings se serrer sur ses côtés. Il pouvait sentir l'amertume de ses mots, la froide indifférence qui se cachait derrière eux. Il regarda à nouveau Léo, dont la respiration était superficielle, dont la petite main avait glissé de l'accoudoir et pendait maintenant mollement. La ligne de perfusion du garçon tirait avec le léger balancement de son corps, la poche de liquide au-dessus oscillant comme un pendule comptant les secondes jusqu'au désastre. La voix du docteur s'éleva, portant à la fois urgence et défi. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est une question de vie. Ce garçon pourrait s'effondrer complètement à tout moment. Il a sa place sur un lit sous observation, pas affalé sur une chaise pendant que vous jouez les gardiens de prison. Les yeux de l'infirmière brillèrent d'irritation. Elle s'avança, sa voix assez froide pour couper du verre. Vous dépassez les bornes. C'est mon service et ma décision est irrévocable. Si vous ne pouvez pas respecter cela, vous devriez vous retirer de la situation. Les mots résonnèrent comme un défi. Mais le docteur Chevalier ne bougea pas. Son corps s'inclina instinctivement vers l'enfant, ses instincts lui criant d'intervenir, de remettre Léo sur le lit où il avait sa place. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Il savait ce qui était juste, et pourtant, il sentait le poids du regard de Roussel peser sur lui, le défiant de franchir une ligne, de risquer les conséquences professionnelles de la défiance. Puis cela arriva. La tête de Léo tomba brusquement en avant, son petit corps basculant sur le côté comme si toutes ses forces s'étaient finalement écoulées.
La chaise en plastique bascula sous son poids, ses pieds grinçant contre le sol alors qu'elle faillit se renverser. La ligne de perfusion se tendit brusquement, la poche au-dessus de lui oscillant sauvagement. Pendant une fraction de seconde, la pièce sembla se figer. Tout le monde était figé par l'image terrifiante d'un enfant succombant sous leurs yeux. Le corps du docteur Chevalier réagit avant que son esprit n'ait eu le temps d'évaluer le coup. Il bondit en avant, les bras tendus, attrapant le garçon juste au moment où il glissait du bord de la chaise. Il redressa Léo, le berçant contre sa poitrine, sentant la chaleur alarmante de sa fièvre contre sa blouse. La tête du garçon s'affala sur son épaule, sa respiration superficielle et irrégulière. La gorge du docteur Chevalier se serra de peur et de fureur. Mais même dans ce moment désespéré, alors qu'il ajustait Léo pour éviter que la ligne de perfusion ne se détache, il le sentit. Le poids brûlant des yeux de l'infirmière Roussel. Elle se tenait au-dessus d'eux, son expression un masque de contrôle rigide, son regard rempli d'avertissement. Elle ne dit rien, mais son silence portait tout le poids d'une menace. Son autorité, ses règles, son ordre avaient été défiés, et elle ne l'oublierait pas. Le docteur Chevalier soutint son regard, la mâchoire serrée, le cœur battant. Dans cette confrontation silencieuse, tout devint clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un lit. Il s'agissait de pouvoir, de savoir qui était jugé digne de soins et qui ne l'était pas. Et à ce moment-là, alors qu'il tenait Léo contre lui, le docteur Chevalier sut qu'il regardait en face quelque chose de bien plus grand qu'un désaccord entre collègues. Il regardait au cœur d'un système qui pouvait abandonner un enfant au vu et au su de tous. Les urgences continuaient de bourdonner autour d'eux, mais pour ceux qui regardaient, la scène s'était cristallisée en une seule image inoubliable. Un jeune médecin défiant la volonté inflexible d'une infirmière vétéran, un enfant malade en jeu, et la question tacite de savoir si la compassion ou le contrôle l'emporterait. La porte des urgences s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le mur, le son résonnant dans l'espace stérile et faisant tourner plusieurs têtes à la fois. Le rythme précipité des talons sur le sol en linoléum traversa la tension comme un battement de tambour, urgent et incessant. La mère Gabrielle Dubois entra, le souffle court, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle avait sprinté à chaque pas de sa voiture à cette pièce. Ses yeux, larges de peur, trouvèrent immédiatement la petite forme affaiblie de son fils. Léo était à moitié effondré sur la chaise en plastique, sa tête reposant sur le bras du docteur Chevalier, tandis que le jeune médecin tentait de le maintenir. Pendant une seconde figée, la mère ne put respirer. Tout ce qu'elle voyait, c'était le contour fragile de son garçon de 10 ans trempé de sueur, sa peau un peu trop pâle sous le rougeoiement de la fièvre. « Léo !» cria Taël, sa voix se brisant alors qu'elle se précipitait à travers la pièce. Elle tomba à genoux à côté de la chaise, ses mains tremblantes alors qu'elle lui prenait les joues. La chaleur irradiant de sa peau était insupportable, comme s'il brûlait de l'intérieur. Elle pressa son front contre le sien, ses larmes tombant sur ses cheveux humides. « Mon bébé, je suis là maintenant. Je suis là !» Sa gorge se serra, ses mots sortant dans un chuchotement étranglé, comme si les prononcer pouvait le ramener à la force. Le docteur Chevalier relâcha doucement le garçon dans ses bras, son propre cœur battant à la fois de soulagement et d'appréhension. Il ne s'était pas attendu à ce moment, n'avait pas su que la mère du garçon n'était pas n'importe quel parent, mais la dirigeante élue de la ville elle-même. Il recula légèrement, la regardant tenir Léo avec la sorte de férocité que seule une mère pouvait invoquer, le genre d'amour qui pouvait surpasser même l'éclat dur de ses lumières impitoyables. L'infirmière Roussel, cependant, ne broncha pas. Elle croisa les bras sur sa poitrine, son expression dure, sa voix coupante d'impatience. « Madame, je comprends que vous soyez bouleversée, » dit-elle du même ton froid et inébranlable qu'elle avait utilisé toute la soirée. Mais le lit était nécessaire pour un autre patient. Votre fils peut être observé sur la chaise tout aussi bien.
Nous devons prioriser les ressources. La mère leva brusquement la tête, son visage strié de larmes s'enflammant d'un nouveau type de feu. Elle fixa l'infirmière, ses yeux se plissant, sa poitrine se soulevant d'indignation. Pendant un long moment, elle ne put même former de mots, sa rage se heurtant à sa peur. Puis, d'une voix qui tremblait à la fois d'angoisse et de commandement, elle dit « Vous avez forcé mon fils à quitter un lit alors qu'il s'effondrait. Vous l'avez fait s'asseoir sur une chaise alors qu'il brûlait de fièvre. Comment osez-vous » Elle serra Léo plus fort contre elle, enroulant ses bras autour de ses petites épaules, le berçant doucement, bien qu'il fût à moitié conscient et à peine au courant de la tempête autour de lui. Les lèvres de l'infirmière Roussel se pressèrent davantage, son regard se tournant vers le docteur Chevalier comme pour chercher du soutien, mais n'en trouvant aucun. L'homme avait une plaie ouverte. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un avec un saignement incontrôlé, sans surveillance. La condition du garçon est inconfortable, mais pas critique. Pas critique. La voix de la mère Dubois s'éleva, brisant le silence pesant de la pièce. Chaque membre du personnel à proximité se figea devant la force pure de ces mots. Mon enfant a 10 ans. Il s'est évanoui sur cette chaise parce que vous pensiez qu'il ne méritait pas un lit. Regardez-le. Elle le secoua doucement, presque suppliante qu'il voie ce qu'elle voyait. Le corps fragile de Léo s'enfonçant plus profondément contre elle, sa respiration superficielle, ses boucles humides écolées à son visage. La porte s'ouvrit de nouveau, mais cette fois le son de pas pressé portait une urgence différente. L'adjoint Marc Leclerc fit irruption dans la pièce, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « Madame la mère Dubois !» cria-t-il, les yeux écarquillés de panique. « Nous venons d'apprendre la nouvelle. Votre fils a été amené ici. Vous allez bien, il... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase en voyant la scène, ses mots s'évanouissant dans l'air lourd. Son regard passa de la mère agenouillée, serrant son enfant, au docteur Chevalier debout, rigide d'inquiétude, à l'infirmière Roussel fixant avec un détachement froid. Le poids de la reconnaissance envahit la pièce comme un projecteur soudain et aveuglant. Le titre prononcé à voix haute transforma instantanément l'espace. Une vague de prise de conscience traversa le personnel, à travers les patients observant silencieusement de leur place. Ce n'était pas juste une mère, c'était la dirigeante de la ville, une femme qui détenait le pouvoir non seulement dans sa propre maison, mais dans toute la communauté. Le silence s'approfondit, le genre de silence qui révélait la honte se cachant à la vue de tous. La mère Dubois se leva lentement, toujours berçant Léo contre son corps, ses mouvements mesurés mais féroces. Elle se tint droite, sa colonne vertébrale se redressant comme si la colère avait sculpté de l'acier dans ses os. Ses yeux balayèrent de la pièce, s'arrêtant sur l'infirmière Roussel, la fixant d'un regard si perçant qu'il sembla traverser la façade d'autorité à laquelle elle s'était accrochée. La voix de la mère, quand elle parla, était stable maintenant, non plus étouffée par la peur, mais sonnante avec clarté. Alors, c'est ce qui passe pour la justice dans cet hôpital, dit-elle, ses mots résonnant contre les murs. Un enfant s'effondre sur une chaise, tandis qu'un adulte avec un doigt coupé reçoit son lit. Dites-moi, infirmière Roussel, étaient-ce à cause de son âge, ou étaient-ce à cause de sa couleur de peau? Des halètements se firent faiblement entendre parmi les spectateurs, une vague de malaise que personne n'osait exprimer. Roussel se raidit, sa mâchoire se serra, mais pour une fois, elle n'eut pas de répartie prête. Elle détourna le regard, son silence accablant, son autorité glissant comme du sable entre ses doigts. La mère Dubois déplaça Léo avec précaution pour le remettre sur le lit qui lui avait été retiré, ses mains fermes et protectrices alors qu'elle le couchait. Elle replia la couverture autour de sa silhouette tremblante, son toucher à la fois tendre et inflexible. Elle se pencha pour lui chuchoter à l'oreille, sa voix assez douce pour que lui seul puisse entendre. « Tu es en sécurité maintenant, mon cœur. Maman ne laissera personne te déplacer à nouveau. » Puis elle se redressa, son regard balayant la pièce une fois de plus. Ses mots retentirent comme un verdict.
Il ne s'agit pas seulement de mon fils. Il s'agit de chaque patient qui franchit ses portes, confiant qu'il sera traité avec dignité. Et ce que je vois ici n'est pas de la médecine, c'est de la discrimination, c'est de la cruauté enveloppée dans la politique. Et je ne le permettrai pas. La pièce retint son souffle. Même le bip régulier des moniteurs sembla faire une pause sous le poids de sa déclaration. Le docteur Chevalier sentit une vague de justification le traverser, comme si chaque mot non prononcé qu'il avait voulu lancer à Roussel avait été dit pour lui, avec une force bien plus grande que ce qu'il aurait pu gérer seul. Léo bougea légèrement sur le lit, sa petite main cherchant faiblement celle de sa mère. Elle la saisit fermement, la serrant avec force et tendresse, son cœur brisé par la fragilité de cette prise. Elle leva le menton, ses yeux brillants de larmes non versées, mais d'une résolution inébranlable. La vie d'un enfant ne vaut pas moins à cause de la couleur de sa peau, dit-elle, sa voix s'élevant avec une finalité froide qui remplit chaque coin de la pièce. Et je ne permettrai pas à cette ville ou à cet hôpital de prétendre le contraire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un silence qui parlait de culpabilité, de honte et de la réalisation grandissante que cette confrontation n'était plus privée. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne se terminerait pas quand la pièce se viderait. C'était le début d'un jugement. Au lever du soleil, la ville était déjà éveillée par l'histoire. Les présentateurs de nouvelles se penchaient sur leurs microphones avec des voix basses et lourdes, le ton réservé aux tragédies ou aux scandales. Les écrans se remplissaient d'images rejouées encore et encore. Les lumières fluorescentes crues de l'hôpital, le petit garçon affalé sur une chaise en plastique, les mains fermes d'un jeune médecin le rattrapant avant qu'il ne touche le sol. Les titres défilaient en bas de chaque émission. Le fils de la mère retiré d'un lit d'hôpital. Question de partialité dans les soins d'urgence. Les réseaux sociaux portèrent l'histoire plus loin que n'importe quelle fourgonnette de caméra. Les publications se multiplièrent avec indignation. Des parents, des infirmières, des ambulanciers, même des étrangers sans lien avec la médecine partageaient leur fureur. Une mère écrivit qu'elle avait autrefois fait confiance aux hôpitaux de sa vie, mais qu'elle craignait maintenant pour ses enfants. Un médecin à la retraite tapa avec une précision inébranlable que le triage ne concernait pas qui avait l'air confortable, mais qui risquait de ne pas survivre sans soins. À midi, les portes de l'hôpital étaient encerclées. Les gens arrivaient avec des pancartes peintes à la main et des visages fatigués, certains poussés par la colère, d'autres par la peur que leurs propres enfants ne subissent le même sort. Une jeune femme brandissait une affiche sur laquelle on pouvait lire « La vie n'a pas de couleur » en peinture bleue audacieuse. Sa main était tachée là où le pinceau avait glissé. À ses côtés, un vétéran en veste usée tenait une pancarte en carton qui disait « Justice et soins de santé maintenant », en lettres si nettes qu'elles semblaient gravées. La foule gonfla de chants. D'abord quelques voix, puis des centaines. Dignité pour chaque patient, des lits pour les plus malades en premier. Chaque ligne roulait comme un battement de tambour qu'aucun mur ne pouvait faire taire. Une femme commença à fredonner un hymne, sa voix tremblante mais se raffermissant à mesure que d'autres la rejoignaient jusqu'à ce que la rue se remplisse d'un son qui était à la fois lamentation et exigence. À l'intérieur de l'hôpital, la tension s'insinuait dans chaque couloir. Le personnel se croisait à toute vitesse avec des mots coupants, les chants extérieurs résonnant faiblement à travers la vitre. Certains médecins gardaient de la tête baissée tandis que d'autres chuchotaient dans les coins, troublés par la rapidité avec laquelle une seule décision était devenue le jugement de la ville. Le docteur Antoine Chevalier faisait ses rondes avec une concentration de fer, mais son esprit revenait sans cesse au moment où Léo avait glissé de la chaise, son corps trop faible pour résister à la gravité. Le docteur Chevalier entendait les voix dehors et sentait le chant vibrer dans sa poitrine comme un second battement de cœur. À l'étage, l'aile administrative portait un poids différent. Les dirigeants de l'hôpital se pressaient autour d'une longue table. L'agent des relations publiques répétait des lignes sur la responsabilité. Le conseiller juridique insistait sur la précision, chaque syllabe mesurée. Mais le docteur Vincent Moreau, le directeur de l'hôpital, ne pouvait pas faire taire l'image qui se rejouait dans son esprit. Un enfant amorphe et fiévreux,
déplacé pour une coupure qui, au pire, laisserait une cicatrice. Il lissa sa cravate, écoutant les arguments. Mais sous chaque mot poli, il n'entendait que le chant de l'extérieur. Lorsque la conférence de presse commença, les caméras cliquèrent comme un barrage de petits marteaux. Des journalistes remplissaient l'auditorium de l'hôpital. Bloc-notes prêts, microphone incliné vers le pupitre. Le sceau de l'hôpital brillait au-dessus du pupitre, poli comme si l'éclat pouvait adoucir la vérité. Le docteur Moreau entra lentement, chaque pas mesuré, son visage figé dans un masque de professionnalisme qui dissimulait à peine le tremblement en dessous. Il ajusta ses lunettes, posa ses notes sur le pupitre et commença. Sa voix était calme mais tendue, chaque mot choisi avec soin. Il parla d'un incident troublant, de la mission de l'hôpital, d'un examen déjà en cours. Il promit un engagement envers l'équité et la compassion, mais la salle n'accepta pas les assurances polies. Une journaliste se leva sans attendre, sa voix perçante. Pourquoi un enfant fiévreux, athée? Il était forcé de quitter un lit pour faire de la place à un homme avec une lacération mineure. Était-ce de la négligence ou de la partialité? Des murmures parcoururent de la foule. Une autre voix suivit rapidement. Quelqu'un a T. Il était suspendu. L'infirmière Roussel a T. Elle était renvoyée. Les questions tombaient comme des pierres. Le docteur Moreau redressa ses notes, mais les sentit s'estomper. Il répondit avec prudence. Il y avait une enquête. Les affectations du personnel étaient en cours de révision. Pourtant, même si les mots quittaient ses lèvres, il savait qu'ils étaient faibles. Les caméras montraient des écrans divisés. D'un côté, Moreau derrière le pupitre sous une lumière clinique. De l'autre, les portes de l'hôpital animées par des gens brandissant des pancartes, chantant, exigeant des réponses. L'émission coupa sur des images enregistrées plus tôt ce matin-là. L'infirmière Roussel, surprise par des journalistes devant chez elle, se dépêchait de sa voiture à sa porte. Son visage était rigide, sa voix silencieuse. Le présentateur confirma qu'elle avait été mise en congé administratif. Sa photo d'identification remplit l'écran. Une expression figée, un visage qui portait maintenant l'indignation de la ville. Les téléspectateurs virent non seulement elle, mais ce qu'elle représentait. L'autorité devenue froide, le pouvoir de décider qui souffrirait. De retour à l'extérieur, le chant devint plus fort. Un père souleva sa jeune fille sur ses épaules et lui dit doucement que les hôpitaux devaient être des lieux de miséricorde. Une chef de chœur leva les bras et transforma le chant en chanson, les voix s'amplifiant jusqu'à ce que l'air lui-même semble vibrer. Dans l'auditorium, une autre journaliste se pencha en avant, ses mots coupant au vif. « Docteur Moreau, cet hôpital a-t-il failli à cet enfant ?» Le silence qui suivit fut aigu, presque insupportable. Le docteur Moreau sentit sa poitrine se serrer. Il pensa au corps de Léo basculant sur le côté, au docteur Chevalier le rattrapant, à la voix de la mère comme un verdict. Il pensa au mot confiance, un mot qui met des années à se construire et des secondes à se briser. Il posa ses deux mains fermement sur le pupitre, maîtrisant le tremblement de ses doigts. Sa gorge était sèche, mais sa voix porta. « Oui, dit-il, nous avons failli. Nous avons failli à cet enfant, nous avons failli à sa famille, et nous avons failli à cette communauté. Pour cela, je suis profondément désolé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds. Une confession qui ne pouvait être adoucie, une vérité prononcée sans bouclier. Des flashs crépitèrent, des stylos grattèrent, et la foule à l'extérieur rugit plus fort, comme si les excuses avaient finalement brisé une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Les images à l'écran racontaient deux histoires à la fois des banderoles s'élevant au soleil, exigeant la dignité, et un directeur médical dans une pièce polie, les épaules courbées sous le poids de l'échec, deux mondes liés par un petit garçon, et le choix qui révéla plus que tout système ne voulait l'admettre. La place de la ville pulsait comme un cœur vivant,
bondée d'un bout à l'autre de visages tournés vers une seule estrade en bois s'élevant au-dessus de la mer de Jean. Le soleil de fin d'après-midi obliquait sur les banderoles et les affiches, captant les mots peints en gros caractères. La vie n'a pas de couleur, justice dans les soins de santé, maintenant, dignité pour tous. L'air était lourd d'anticipation, chargé de ce genre de silence qui précède le tonnerre. Les journalistes se tenaient épaule contre épaule, microphone levé, caméra équilibrée sur leurs épaules, leurs voyants rouges clignotant comme des yeux vigilants. Citoyens jeunes et vieux remplissaient chaque recoin, leur voix apaisée pour la première fois depuis des heures, attendant. Les marches latérales de l'estrade grincèrent alors que la mère Gabrielle Dubois les gravissait lentement, sa main posée fermement sur la petite épaule à ses côtés. Léo marchait prudemment à ses côtés, encore pâle, mais plus stable maintenant, ses boucles humidifiées par la brise au lieu de la sueur. Il regarda la foule avec de grands yeux, l'énormité de leur présence presque trop grande pour qu'un enfant puisse la comprendre. Sa petite main serrait les doigts de sa mère avec une certitude désespérée, comme s'il craignait que s'il lâchait prise même une seconde, le monde pourrait de nouveau basculer et le laisser à la dérive. La foule vit ce geste, vit la façon dont sa silhouette fragile s'appuyait sur sa force, et un murmure se répandit, non plus de colère, mais de quelque chose de plus doux, quelque chose de plus proche de la révérence. La mère Dubois atteignit le pupitre et fit une pause, sa poitrine se soulevant sous le poids de tous les regards fixés sur elle. Pendant un instant, elle ne fit que les regarder, son visage solennel, son regard inébranlable. Puis elle parla, sa voix stable, portant à travers la place, sans avoir besoin d'amplification, bien que les haut-parleurs portassent ces mots à chaque coin. La semaine dernière, commença-t-elle, mon fils est entré dans un service d'urgence cherchant des soins, et à la place, il a trouvé l'indifférence. Il a trouvé un système qui lui a dit que sa souffrance ne pesait pas autant que le confort de quelqu'un d'autre. Il a été mis de côté quand il avait le plus besoin d'aide, et moi, en tant que mère, je n'oublierai jamais ce que ça faisait de le voir affalé sur cette chaise, luttant pour respirer, tandis que d'autres détournaient le regard. La place retint son souffle, chaque mot suspendu comme une note dans l'air immobile. Sa main se serra autour de celle de Léo, et elle puisa de la force dans la chaleur de sa petite paume. « Mais je ne suis pas ici seulement en tant que mère, continua-t-il. Je suis ici en tant que votre mère, et je vous dis maintenant, ce qui est arrivé à mon enfant ne sera pas autorisé à arriver au vôtre. Nous ne permettrons pas que l'indifférence soit déguisée en politique ou que les préjugés soient masqués en procédure. Nous agirons, nous changerons, nous construirons un système qui ne choisit pas quelle douleur est digne. » Elle se pencha légèrement plus près du microphone, ses yeux se plissant, son ton s'aiguisant de conviction. « À compter de maintenant, je présenterai une législation pour établir une surveillance indépendante de chaque hôpital de cette ville. Nous créerons un mécanisme de responsabilisation qui garantira qu'aucun patient, quel que soit son âge, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, ne sera jamais traité comme inférieur. Nous exigerons la transparence, nous exigerons l'équité et nous exigerons l'humanité. » Les journalistes griffonnèrent furieusement. Les caméras zoomèrent plus près. Mais c'est la foule elle-même qui sembla respirer plus fort. Une vague de murmures se transformant en cris d'approbation. Une femme près de l'avant pressa une main sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Un homme leva plus haut sa pancarte, ses bras tremblants, non de fatigue, mais d'une poussée de conviction. La mère Dubois baissa les yeux vers Léo, qui leva son visage vers le sien. Ses lèvres ne bougèrent pas, mais la prise de sa main lui dit tout. Il croyait en elle. Il avait besoin de sa force. Et à ce moment-là, il n'était pas seulement son enfant, mais l'incarnation de chaque enfant dont la voix n'avait pas été entendue. Elle se redressa, laissant le silence s'installer à nouveau, puis parla avec des mots qui résonnèrent comme une cloche à travers la place. « C'est plus grand qu'un seul garçon, plus grand qu'un seul hôpital. Il s'agit de notre ville, de nos valeurs, de la promesse que chaque vie a une valeur égale.
Si nous permettons qu'un enfant soit mis de côté, alors nous avons échoué pour tous. Si nous permettons qu'une vie soit traitée comme moindre, alors aucun de nous n'est en sécurité. Nous devons choisir qui nous sommes. Et aujourd'hui, je choisis la justice. La foule éclata, le barrage du silence se rompant enfin. Les applaudissements tonnèrent, les acclamations montèrent par vagues, et les voix s'unirent en un seul cri. Justice pour tous. Justice pour tous. Le chant monta et s'amplifia jusqu'à remplir la place, résonnant sur les bâtiments, se propageant dans les rues, portant plus loin que les caméras ne pouvaient le capter. Des gens pleuraient ouvertement, des étrangers se tenaient les mains, des parents soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent se souvenir. Léo serra plus fort la main de sa mère, ses yeux écarquillés, mais ses lèvres se courbant en un léger sourire. À ce moment-là, il devint plus qu'un enfant malade se remettant de la fièvre. Il devint un symbole, fragile mais incassable, un rappel que l'espoir pouvait côtoyer la douleur et briller encore. La mère du bois regarda la mère de visage, son cœur à la fois lourd et léger, sa voix stable même si l'émotion menaçait de la briser. « Nous ne laisserons pas cette leçon s'estomper, » dit-elle. « Nous transformerons le chagrin en résolution, l'indignation en action et la douleur en progrès. C'est notre responsabilité, c'est notre promesse. » Les caméras reculèrent, capturant la mère et le fils se tenant la main. La foule en contrebas, comme un océan, montait en une seule voix. « Justice pour tous !» rugirent-ils de nouveau, plus fort cette fois, si fort qu'il semblait que le chant pouvait gravir le ciel lui-même. Des larmes coulaient sur les joues, des voix se brisaient. Mais personne ne s'arrêtait. L'énergie devint un seul battement de cœur partagé entre des milliers. L'objectif s'éloigna encore. L'estrade rétrécissait dans la mer d'humanité. La main de la mère reposant fermement sur l'épaule de son fils, les petits doigts du garçon serrant les siens comme une ancre. Au-dessus du son des chants, au-dessus du cliquetis des caméras, une seule vérité demeurait, gravée dans l'instant comme la pierre. Sur la dernière image, les mots apparurent en silence à l'écran. Le racisme ne blesse pas seulement une personne, il ébranle les fondations mêmes de la justice.